Bon, alors, rebonjour. Alors, j'espère que vous avez apprécié les petits muffins puis les breuvages. Alors, pour la deuxième présentation, nous avons Madame Charlène Bouchard, professeure ici à l'Université Laval à la faculté de droit. Ça va être une autre présentation très, très intéressante. Alors, encore une fois, la formule, c'est si vous avez des questions, nous aurons 10 minutes de questions à la fin. Et plusieurs personnes m'ont posé la question, mais les conférences sont filmées et nous allons donc faire le montage et elles vont être disponibles par la suite sur YouTube. Alors, vous allez pouvoir, on va vous envoyer un courriel et on va le publiciser aussi sur les réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, je laisse Madame Bouchard. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je ne prends pas de... J'espère que ça va me prendre peut-être quelques secondes à m'ajuster au micro parce que je gesticule beaucoup et avec les lunettes, c'est compliqué. Donc, écoutez, je remercie dans un premier temps Quentin donc d'avoir organisé cette journée sur la chaîne de Bloc et d'avoir pensé à moi pour vous entretenir d'une question qui m'intéresse particulièrement. Donc, la dimension juridique des chaînes de blocs, mais la dimension juridique des chaînes de blocs ne peut pas être abordée sans bien comprendre comment fonctionne la chaîne de blocs et quelles sont les caractéristiques de la chaîne de blocs. Donc, même si je ne suis pas une mathématicienne ni une informaticienne, vous excuserez mes schémas, mais pour qu'on comprenne bien, je le répète, les conséquences juridiques, la question de la responsabilité, eh bien, il faut comprendre comment fonctionne la technologie. Donc, on commence d'emblée. Donc, robots, intelligence artificielle, chaîne de blocs. Donc, ce sont des thématiques qui nous interpellent à tous les jours. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est comment nos professions, donc de façon générale, seront transformées par ces nouvelles technologies. Eh bien, pour vous donner des exemples des conséquences engendrées par les nouvelles technologies, je parlerai du notariat parce que je suis notaire de formation. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la chaîne de blocs, j'étais toujours interpellée comme notaire. On me disait « Hey, toi, tu vas disparaître ». Donc, je me disais, bon, hey, moi, pourquoi je vais disparaître? Donc, moi, je suis un vieux prof de droit de l'entreprise, un vieux prof de droit commercial qui, au fil du temps, a dû se recycler en commerce électronique, avec évidemment l'Internet, et qui est en train de se recycler dans le domaine de la chaîne de blocs. Donc, avant de vous parler pourquoi je vais disparaître, donc, je vais vous présenter les conséquences du Forum économique mondial, donc, qui vient de produire une étude qui est très intéressante et détaillée sur les conséquences de l'avènement, donc, de la chaîne de blocs et de l'intelligence artificielle. Donc, je vous ai mis les 4 constats, ou enfin les 4 ou 5 éléments là, qui me sont apparus importants dans un rapport extrêmement fouillé. Donc, dans un premier temps, on nous dit très clairement, à travers le rapport, que la donnée, le traitement statistique, le cloud, les applications mobiles, même si on le sait tous, vont prendre évidemment de plus en plus d'importance. Premier signal du rapport, l'émergence des outils d'aide à la décision. Donc, avec l'émergence de ces outils, des algorithmes, évidemment, de toutes sortes, il est clair que certains métiers vont devenir plus désuets rapidement que d'autres. On donne comme exemple des commis à la comptabilité, à la saisie de données, des ouvriers, des caissiers, des mécaniciens. Et on parle des métiers du droit, des métiers du chiffre, des réparateurs, des agents, des courtiers, etc. Deuxième signal important du rapport, donc plus les métiers sont routiniers et manuels, plus ces métiers auront vocation à disparaître. Et on nous dit bien clairement que les métiers d'analyse et d'interprétation seront, eux, préservés. Donc, les métiers de demain, si vos jeunes veulent faire un choix avisé, donc pour leur carrière future, donc les analystes, les scientifiques, les spécialistes, évidemment, de l'intelligence artificielle, du big data, transformation numérique, enfin, tous les professionnels de l'innovation ont la cote. Troisième signal, les métiers d'avenir donc, devront s'aligner sur les besoins
et les demandes des consommateurs. Donc, évidemment, on va en parler, et mes collègues, ceux qui m'ont précédé, en ont déjà parlé. Donc, les outils d'aide à la décision seront extrêmement importants et il y aura de plus en plus de ces outils qui seront déployés pour favoriser la connexion avec la clientèle, ce qui va évidemment bouleverser considérablement l'organisation du travail en intégrant au sein des entreprises les robots, mais surtout en augmentant le temps que les humains vont consacrer à la prise de décision. Donc, on a parlé ce matin, Quentin en a parlé en introduction, de la valeur ajoutée. Eh bien, cette prise de décision est un élément qui est extrêmement important dans la prise dans la valeur ajoutée. Quatrième signal, donc la place de la donnée, donc va transformer en profondeur l'organisation du travail, qui elle-même aura vocation, évidemment, à optimiser l'utilisation des données. Donc, là encore, les demandes de compétences vont naturellement évoluer vers la recherche d'une pensée beaucoup plus analytique dans les métiers du futur. Donc, il faut être créatif, il faut être original. Et donc, je conclus, ce qui ressort de ce volumineux rapport et ce qui constituera l'introduction de ma présentation de ce matin, donc le message final. Donc, l'essor du numérique constitue une formidable opportunité. Moi, c'est toujours ce que je répète aux étudiants, aux professionnels. Donc, vous devez accueillir la chaîne de blocs. C'est pas une technologie qui est parfaite, loin de là. Il y a beaucoup de travers, mais n'empêche qu'il s'agit d'une formidable opportunité qui met à la disposition des professionnels donc de nouveaux outils de travail qui vont permettre aux professionnels de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Et ça, je pense que c'est ce qui est important, ce que vous devez retenir, et c'est ce que je tenterai de vous démontrer ce matin par ma présentation sur la chaîne de blocs, donc présentation en deux parties. La première, beaucoup plus rapide, puisque je reprendrai des choses qui ont déjà peut-être été mentionnées par mes collègues, ceux qui m'ont précédé. Et j'insisterai sur la deuxième partie, donc tirer parti, donc pour nous professionnels, comment peut-on tirer parti des avantages de cette nouvelle technologie. Donc, la première partie, la chaîne de blocs, bien comprendre ce qu'elle est, c'est extrêmement important. Pour moi, et c'est l'image, j'ai l'étudiante qui m'a aidée à préparer ce diaporama, je lui ai dit, il faut que tu me trouves un distributeur de confiance. Donc, elle m'a concocté un distributeur de confiance parce que moi, la chaîne de blocs, je la vois comme ça. Et avec le professionnel, ça donne une double couche de confiance. Lorsque le professionnel, on laisse à la chaîne de blocs, évidemment, le travail répétitif et le professionnel peut se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Donc, premièrement, le remplacement des dépositaires de la confiance, comment fonctionne rapidement ce distributeur de confiance, et j'insisterai sur la transparence et la traçabilité, qui sont des normes extrêmement importantes dans ce réseau. Donc, qu'est-ce que c'est? Même si on le sait déjà, je suis une pédagogue, donc la pédagogie, c'est quoi? C'est la répétition de choses que vous savez déjà, en d'autres termes. Donc, qu'est-ce que c'est? La chaîne de blocs. Et là, je vais tenter de ne pas utiliser technologie de stockage, base de données, donc des termes qui nous sont amenés par les sciences pures. Eh bien, la chaîne de blocs, c'est une infrastructure qui permet d'effectuer du transfert d'actifs, de la conservation de données, des applications intelligentes. J'ai voulu extirper de tout mon diaporama le terme contrat parce que ce ne sont pas des contrats intelligents, c'est tout sauf intelligent. Ce sont des applications intelligentes, puis voyez-vous, j'en ai oublié un là. J'y reviendrai tout à l'heure. Et qui nous permet aussi, la chaîne de blocs, d'effectuer des organisations éventuellement décentralisées, de façon sécurisée,
Donc, aucune défaillance depuis l'avènement de la chaîne de blocs. C'est quand même un élément qui est important, sans dépendre d'un organe central de contrôle. Donc, il n'y a aucun intermédiaire qui valide les transactions. C'est le réseau qui est complètement décentralisé qui assure donc le processus de validation et de sécurisation des transactions. Donc, oui, à mon sens, c'est une révolution parce que, selon le petit Larousse, une révolution, c'est un changement brusque d'ordre économique, moral et culturel qui se produit au sein de la société. Et je pense que c'est ce que la chaîne de blocs est en train de nous apporter. Donc, j'ai fait un petit exercice là, qui va me prendre 1 ou 2 minutes à vous présenter. L'économie du 21e siècle est caractérisée par une verticalité, donc, et une centralisation extrêmement importante des organes dépositaires de la confiance. Donc, qu'est-ce que j'entends? Je pense évidemment, entre autres, aux banques. Les banques sont garantes du système financier. Je pense aux compagnies d'assurance. Donc, les compagnies d'assurance sont garantes de la gestion collective du risque. Je pense à l'État, donc nos gouvernements, donc sont garants de quoi? De la sécurité, du droit et évidemment de la monnaie. Eh bien, avec la chaîne de blocs, c'est un changement radical, donc de ce modèle organisationnel, en raison du déplacement des dépositaires de la confiance de la verticalité à l'horizontalité. Donc, ce déplacement s'effectue du centre vers l'extérieur. Donc, c'est un mouvement, je suis certaine qu'on le dira dans les prochaines années, là, fondamental dans notre histoire économique. Si l'on prend, c'est ce que je vous ai mis sur les 2-3 diapositives qui suivent, donc si on prend l'exemple des services financiers, les banques et les assureurs, eh bien, toute la valeur économique créée par ces dépositaires de la confiance repose sur quoi? Sur la fluidité et la sécurité qui est assurée par le système. Mais il y a évidemment un coût élevé qui est assumé par nous, consommateurs, à cette sécurité et à cette fluidité dans les transactions. Donc, le défi avec la chaîne de blocs, c'est de voir si ce système, la technologie, pourra offrir la même sécurité, la même fluidité pour un coût qui, normalement, devrait être inférieur puisqu'on est débarrassé, entre guillemets, des intermédiaires. Je ne suis certainement pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'avantage aux intermédiaires. Loin de là, il y a des avantages. Mais dans le cas de la chaîne de blocs, donc les coûts, normalement, devraient être limités à l'entretien du protocole. Donc, B, en quoi la confiance se trouve-t-elle au cœur du système de la chaîne de blocs? Eh bien, regardons de façon peut-être un petit peu plus détaillée que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, comment se fait l'itinéraire d'une transaction sur la chaîne de blocs. Ça permet de concrétiser des termes qui sont peut-être plus abstraits pour ceux qui ne sont pas familiers de la technologie. Donc, je tente de vous illustrer là, une transaction de Bitcoin, qui est peut-être ce qui est le plus connu, ce qui parle le plus à monsieur et madame tout le monde actuellement. Donc, première étape, A souhaite transférer 100 bitcoins à Z. Il va sur le réseau où chaque utilisateur détient une adresse publique, donc c'est-à-dire une clé publique qui est une suite de caractères en chiffres et en lettres. Deuxième étape, A signe la transaction avec sa clé privée. Donc, sa clé privée, c'est une autre suite de caractères en chiffres et en lettres, laquelle clé va autoriser la transaction. La transaction se trouve, par le fait même, à être inscrite dans le bloc que j'ai appelé bloc numéro 6. J'aurais pu l'appeler d'un autre numéro, à la suite d'autres transactions. Dans un bloc, vous avez des centaines, des milliers de transactions. Pour chaque transaction, et c'est ce qui est important et c'est la raison de mon illustration, vous avez dans chaque bloc toute une série d'informations auxquelles auront accès
tous les membres du réseau. Donc, lorsqu'on parle de transparence, de traçabilité, ce sont des informations importantes. Donc, vous retrouvez dans chaque bloc les clés publiques de A et de Z. Donc, contrairement au mythe, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées dans l'actualité. Les transactions ne sont pas anonymes, mais sont effectuées sous pseudonyme. Donc, ça, c'est vraiment important. Les pseudonymes, ce sont les clés publiques. Vous retrouvez aussi le nombre de bitcoins transférés et vous retrouvez la fonction d'horodotage. C'est un élément aussi qui est extrêmement important en termes de preuve, en termes de traçabilité. Donc, chaque bloc contient de plus, Quintin l'a mentionné dans sa présentation, un résumé cryptographique du bloc précédent. Donc, c'est ce qu'on appelle le hash. Le hash, c'est l'empreinte numérique, donc selon l'Office de la langue française, donc du bloc, ou en d'autres termes, l'ADN du bloc. Par conséquent, si vous avez un pirate qui veut modifier a posteriori les informations d'un bloc, eh bien, il devra corriger tous les blocs qui suivent, et ce, sur chaque exemplaire de la chaîne de blocs qui est hébergé par chaque ordinateur sur l'ensemble du réseau, ce qui est quasiment impossible et ce qui contribue évidemment à la sécurité de la chaîne de blocs. Donc, c'est la raison pour laquelle les blocs sont enchaînés les uns aux autres pour la sécurité. Troisième étape, donc les membres du réseau qui le désirent, et c'est là où, parce que c'est facultatif, donc ce n'est pas tout le monde qui désire devenir mineur, donc vont entrer en compétition pour valider le bloc de la blockchain Bitcoin. Donc, c'est important de mentionner que l'objectif du minage, il est double. Il est d'une part d'assurer la sécurité du réseau, et d'autre part, de générer de la nouvelle monnaie. Donc, les mineurs qui le désirent sont incités à participer par une récompense. Donc, je n'entre pas dans le détail de la récompense. Ce qui nous conduit à la quatrième étape, c'est-à-dire la validation du bloc, qui est ajoutée donc à la chaîne de blocs, qui est mise à jour et actualisée sur tous les ordinateurs de chaque membre du réseau. Et finalement, cinquième étape, donc Z recevra ses 100 bitcoins. Donc, l'historique, on l'a mentionné depuis le début, l'historique de la transaction sera conservé dans un registre crypté, c'est-à-dire dans un registre sécurisé, sous pseudonyme, auquel tous les membres du réseau auront accès, peu importe où ces membres sont situés sur le globe. Vous le verrez tout à l'heure, j'ai une diapo là, qui permet de voir où sont situés finalement un peu partout sur la planète les mineurs du réseau Bitcoin. Donc, le fonctionnement de la confiance, il vient d'où? Il vient de la substitution d'une quantité de confirmation qui est engendrée par le système de gouvernance inhérent à la chaîne de blocs Bitcoin ou une autre chaîne de blocs, il existe différents systèmes de consensus, à la qualité du confirmateur. Donc, lorsqu'on est dans le réseau bancaire, plutôt que fonctionner par crypto-monnaie, eh bien là, c'est le système financier, c'est la qualité du confirmateur, la banque X, par exemple, qui vient assurer cette sécurité. Donc, voilà pour le fonctionnement. Donc, en l'absence d'intermédiaire, eh bien, c'est le réseau qui prend le relais pour assurer à la majorité, donc la validité ou non du bloc. Ce que je vous ai mis ici, ce sont différents systèmes de gouvernance qui existent actuellement. Évidemment, au sein d'une chaîne de blocs publique, le système de gouvernance n'est pas le même qu'au sein d'une chaîne de blocs privée, puisqu'au sein d'une chaîne de blocs publique, les membres du réseau ne se connaissent pas. Donc, le niveau de confiance n'est pas le même. Si vous avez une chaîne de blocs, je ne sais pas, entre les ingénieurs du Québec, eh bien, le niveau de confiance sera différent. Et on pourrait opter, par exemple, pour une preuve d'autorité plutôt que la preuve de travail
travail qui est exigé pour le réseau Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment important, là, ce système de gouvernance à explorer pour l'avenir des chaînes de blocs. Donc, vous avez là le topo, finalement, des nœuds du réseau Bitcoin dans le monde, donc pour vous montrer là, que c'est nécessaire qu'il y ait évidemment un système de gouvernance pour assurer là, la disparité, l'étendue des nœuds un peu partout sur la planète. Les normes, maintenant, du réseau. Donc, la chaîne de blocs, on l'a mentionné aussi, elle est fondée sur une base de données distribuée, donc, c'est-à-dire un réseau qui est formé de plusieurs ordinateurs. Eh bien, comment se manifeste la transparence au sein d'un tel réseau? Premier élément, au niveau de la chaîne en tant que telle, il est important de mentionner et de le répéter, tous les blocs, du bloc fondateur jusqu'à la transaction la plus récente, eh bien, tous les blocs sont accessibles à tous les membres du réseau, du premier bloc, je le répète, au dernier. Et à l'intérieur de chaque bloc, je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, mais je le répète, donc toute l'information qu'on a vue tout à l'heure lorsque je vous ai présenté l'exemple d'une transaction de Bitcoin, eh bien, toute cette information est accessible à tous. Par conséquent, la chaîne de blocs n'est pas opaque. Donc, ça, c'est un mythe qui est véhiculé dans l'actualité. Si Internet, on l'appelle le cyberespace, donc un espace dématérialisé, avec la chaîne de blocs, on parle plutôt d'un cipherspace, c'est-à-dire un espace de chiffrement. Donc, un espace de chiffrement n'implique pas l'anonymat. Et l'objectif du chiffrement, ce n'est pas de dissimuler l'existence des transactions, mais bien de garantir que le contenu de ces transactions n'est pas altéré au cours de la transaction. Et finalement, donc, concernant les conséquences de la traçabilité et de l'audibilité, le passé. Donc, on parle du caractère immuable. Eh bien, le passé est toujours intégralement disponible au sein de la chaîne de blocs. Le passé est cristallisé. On ne peut pas le modifier, ni le taire, ni l'oublier. Donc, en droit, lorsqu'on pense au droit à l'oubli avec l'Internet, eh bien, évidemment que les conséquences du droit à l'oubli avec la chaîne de blocs vont être différentes, puisque, donc, avant de mettre une information sur la chaîne de blocs, il faut y réfléchir, parce que l'information demeure à perpétuité. Je prendrai des exemples tout à l'heure. Donc, seulement pour résumer, je vous ai mis ici les normes du réseau de façon générale. La confiance, évidemment, qui est une conséquence de la décentralisation. La sécurité, on en a parlé, les transactions sont effectuées en temps réel. Les transactions sont infalsifiables en raison de la cryptographie. Rentable, les coûts associés aux intermédiaires disparaissent, à tout le moins certains coûts disparaissent, et la transparence. Ce que vous avez là, c'est un graphique qui a été fait par une de mes étudiantes et que vous pourrez trouver sur le site de Pensée Blockchain. Je vous en parlerai à la fin de notre présentation. Je vois les minutes avancer, puis il me reste encore beaucoup de choses à vous dire. Donc maintenant, la chaîne de blocs tirée parti de ses avantages. Applications financières, cadastre, applications intelligentes et organisations décentralisées. Ce sont dans ces secteurs où vous pouvez évidemment exploiter plusieurs applications pour vos entreprises. Et actuellement, ce qui est extrêmement important pour pouvoir en tirer parti, c'est qu'il y a peu ou pas de réglementation. Donc, certaines choses sont possibles dans le cadre législatif existant. Les applications financières, tout d'abord, donc, d'après un rapport encore du Forum économique mondial, donc les nouvelles opportunités de la chaîne de blocs pourraient constituer évidemment une menace de désintermédiation pour une grande majorité des institutions financières. Eh bien, les banques, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont décidé de transformer ces menaces en opportunités, et c'est la raison pour laquelle, on l'a mentionné aussi dans les présentations,
qui m'ont précédé, les banques, les institutions financières ont été les premières à embrasser le domaine de la chaîne de blocs. Elles l'ont fait comment, les institutions financières? Eh bien, tout d'abord, elles ont très bien compris que la chaîne de blocs permet de remplacer, de soutenir, d'optimiser les systèmes de paiement actuels. Par exemple, dans le secteur privé, les institutions financières ont été les premières à reconnaître les opportunités de la chaîne de blocs. Vincent a parlé tout à l'heure de la TD. La Banque Royale, JP Morgan, Barclays, Citibank ont déjà lancé des pilotes. De grands consortiums bancaires ont été créés partout sur la planète. De plus, les systèmes de paiement actuels ne permettent pas de transférer de l'argent à l'international de façon instantanée et à faible coût. On a parlé des travers de Western Union et du réseau SWIFT. Eh bien, avec la crypto-monnaie, c'est extrêmement intéressant. Si les chaînes de blocs publiques, évidemment, constituent des freins pour le réseau bancaire. Je pense par exemple au fait que la crypto-monnaie favoriserait le financement d'activités illégales, le fait que la crypto-monnaie facilite aussi l'évasion fiscale, ça c'est un élément qui est important, le fait que la crypto-monnaie soit utilisée pour extorquer de l'argent à des internautes qui sont infectés de virus. Eh bien, les blockchains privées sont très intéressantes pour les banques parce qu'elles ont le même caractère d'immuabilité et d'incorruptibilité et elles sont plus performantes, plus rapides, plus confidentielles et la gouvernance est simplifiée, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, puisque les gens se connaissent. Donc, il y a de belles initiatives là, que je vous ai mis ici, par exemple, en matière de conversion des devises. Et finalement, toujours dans le domaine bancaire, dans le domaine financier, on va en parler aujourd'hui. Il y a d'autres présentations qui portent particulièrement là-dessus. Les premières émissions de crypto-monnaies. Donc, l'Autorité des marchés financiers au Canada, il y a le bac à sable réglementaire qui permet aux entreprises qui ont des projets intéressants de les accompagner tout en respectant la réglementation sur les valeurs mobilières. Dans le domaine maintenant des cadastres et des services de certification, 30 secondes, si ça avait été quelqu'un d'autre que moi, probablement ce que vous auriez vu comme titre, ça aurait été les cadastres et les services de notarisation. Il y a une confusion avec l'avènement de la chaîne de blocs entre certification et notarisation. Pourquoi? Parce que les notaires dans le système anglo-saxon, au Canada anglais, aux États-Unis, en Angleterre, les notaires, les public notaries, sont des certificateurs, alors que les notaires de tradition civiliste sont des officiers publics. Donc, le notaire québécois, comme le notaire français et bien d'autres notaires à travers le monde, lorsque je signe Charlène Bouchard notaire, c'est un acte authentique qui est incontestable. Donc, c'est autre chose que la certification de documents. Donc, il y a une grande confusion à ça, et lorsqu'on parle de la disparition du notariat, ça provient de cette confusion entre le notaire anglo-saxon et le notaire de tradition civiliste. Je vous ai mis le drapeau de la Suède parce que la Suède a transformé il y a quelques mois son registre foncier en registre sur chaîne de blocs. Donc, ce n'est pas demain, évidemment, au Québec qu'on va transformer nos registres des entreprises ou nos registres fonciers en registres sur chaîne de blocs, mais si éventuellement on devait revoir les technologies existantes, eh bien, c'est certain que la chaîne de blocs pourrait être une alternative en raison de ses caractéristiques intéressantes. Donc, pourquoi opter pour la chaîne de blocs? En raison des avantages de la transparence et de l'intégrité. Donc, il y a beaucoup de registres de données. On donnait l'exemple ce matin de l'Estonie en matière de protection de l'intégrité de données sensibles, les données gouvernementales.
des données en matière de santé, la résidence électronique, les actes de l'état civil, les titres de propriété, etc. Je vous parlais des cadastres fonciers. Dans le cas des pays en voie de développement, c'est extrêmement intéressant. J'ai été interpellée il y a quelques mois par Haïti, qui est en train de revoir son registre foncier, les registres d'entreprises, le Delaware, la France, le Nasdaq. J'aurais bien des choses à vous dire, mais je veux vous parler des applications intelligentes. Et dernière chose au niveau des registres, les registres de preuve de l'existence de données. Je vous disais tout à l'heure que, en raison de sa transparence, on ne devrait pas mettre toute information sur la chaîne de blocs. Eh bien, la chaîne de blocs permet de concevoir des registres de preuve de l'existence des données dont le contenu ne serait pas nécessairement dévoilé. Et en ce sens-là, c'est important, propriété intellectuelle, les diplômes dans le domaine de l'éducation. Dernière chose, les applications intelligentes. Donc, qu'est-ce que c'est? Une application intelligente, sa fonction principale, c'est l'exécution automatique d'un contrat, ce qui signifie qu'une application intelligente, ce n'est pas un contrat. C'est tout sauf un contrat. Je vous en ai mis des exemples ici. Dans le domaine de l'assurance, par exemple, les passagers seraient automatiquement indemnisés lorsque leur vol serait en retard sans avoir besoin de remplir un formulaire. Donc, si mon vol a un retard de 3 heures, je recevrai automatiquement une indemnité de 500 $. Avantage, pas besoin de mise en demeure, ni besoin de poursuite, exécution automatique du contrat. Donc, vous en avez d'autres exemples ici. Ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'est pas un contrat, c'est un protocole informatique qui repose sur la technologie et qui commande l'existence préalable d'un contrat. Donc, ça s'appuie sur une logique formelle, if, then. Ce n'est pas un contrat, ce n'est pas intelligent. Donc, l'application ne va faire que ce que le programme va lui commander. Évidemment, ces applications intelligentes ne pourront pas exister dans tous les secteurs. Le domaine des contrats d'adhésion, le domaine de l'assurance pourraient être des secteurs de prédilection. Les avantages: diminue les risques d'erreurs humaines, les risques de non-respect du contrat, meilleure gestion des obligations contractuelles, ça facilite l'exécution du contrat, frein aux révocations injustifiées, ça permet d'assurer le respect des termes du contrat, assure la traçabilité de toutes les actions réalisées, et il y a une question évidemment d'archivage et de publicité. Et dernière chose, donc les organisations décentralisées, ça c'est une autre avenue extrêmement intéressante avec la chaîne de blocs. Donc, on le voit très, très bien avec le système qui est à la base du réseau Bitcoin, donc de la chaîne de blocs publique. Donc, si on exporte ces organisations, ces systèmes de gouvernance automatisés, on pourrait très bien l'appliquer à des opérations de routine comme l'élection du conseil d'administration, le vote des actionnaires. On pourrait développer des systèmes d'information et de logistique qui pourraient très bien, au sein d'une entreprise, diminuer les coûts de gestion, améliorer les mécanismes de contrôle interne, jusqu'à se rendre jusqu'à la conception d'une organisation complètement décentralisée, comme DAO. Vous avez certainement suivi dans l'actualité, on en a parlé beaucoup, des travers, parce que DAO, c'était un beau projet à la base, mais qui a connu, pour les raisons que l'on sait, une fin moins heureuse. Donc, il faut profiter des opportunités, cultiver la valeur ajoutée du professionnel, mais attention, je pense que la complexité de l'outil requiert un cadre juridique sécurisé, particulièrement pour les questions de responsabilité, et on aura l'occasion d'en discuter. Là, je répondrai à vos questions, et puis dans la prochaine présentation. J'aurais eu tellement de choses à vous dire que je m'arrête là-dessus. Merci. Je suis plus habitué. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Des questions? Séance de questions? Alors, je vais peut-être poser une première question. Ah, OK. Alors, je poserai la deuxième question. Bonjour.
Merci beaucoup pour votre présentation. C'était super intéressant. En fait, j'aimerais en apprendre peut-être un petit peu plus. Vous avez touché brièvement à si on veut, parce que je vois un gros parallèle à ce qui est arrivé avec Internet, où est-ce que les entreprises, surtout les grosses multinationales, où est-ce qu'ils ont décidé de faire des intranets, qui se sont rendus compte dans les dernières années que c'était peut-être pas une bonne solution pour beaucoup de raisons. J'aimerais ça en apprendre peut-être un petit peu plus dans votre vision, où est-ce que vous avez présenté les banques, les institutions financières comme étant des entreprises qui vont construire des blockchains à l'interne pour, au final, revenir un peu au même système dans lequel ils évoluent en ce moment avec un certain monopole. Oui, merci. Merci pour votre question. Évidemment, vous faites référence aux chaînes de blocs privées. Vous avez tout à fait raison. Le système, évidemment, des chaînes de blocs publiques n'est pas parfait. J'ai tenté de vous présenter les forces. Il y a des travers, évidemment, à cela. J'ai parlé rapidement, évidemment, de l'évasion fiscale. Et vous comprendrez la situation, les chaussures dans lesquelles se trouvaient les banques. D'un côté, on parle des intermédiaires, donc de les faire disparaître, alors que les banques ont une telle force, une telle puissance dans notre économie, notre système financier. C'est la monnaie, là. Donc, parler de la chaîne de blocs, c'est parler de la remise en cause des intermédiaires puis de la remise en cause de la monnaie. Donc, les banques se sont dit, on fait beaucoup de recherches, ils font encore beaucoup de recherches et développement, et tentent de trouver, évidemment, des façons de profiter des avantages de la chaîne de blocs. C'est pour ça que je vous mentionnais qu'en faisant le choix de chaînes de blocs privées, elles peuvent quand même profiter de certains avantages de la technologie, donc le caractère immuable, la traçabilité, enfin les principales caractéristiques. Et elles sont aux premières loges. Vous allez nous parler de l'évolution de la chaîne de blocs. Eh bien, les institutions financières faisaient partie de la chaîne de blocs 1 et elles continuent à être là. Et elles font avancer, d'autre part, la recherche dans le secteur. Donc, oui, votre parallèle, il est tout à fait intéressant, mais on fait réapparaître les intermédiaires. Avec les chaînes de blocs privés, ce n'est pas une véritable désintermédiation, puisque elles sont là encore. Et il y a encore des coûts, évidemment, qui vont être associés au fait qu'elles sont là. Donc, tout ce que je vous ai dit, vous devez mettre des guillemets lorsqu'on parle de chaîne de blocs privée. Est-ce qu'on est loin de la révolution? Si on prend le ledger, je suis bien d'accord avec vous. Qui est interne, on le distribue sur des ordinateurs. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. On reste avec le même système. Tout à fait raison. Merci. J'aurais peut-être une question, moi, pour ma part. Alors, on parle de technologie, on parle de droit. Est-ce que le métier de notaire et de juriste, dans le fond, doit évoluer pour que les avocats deviennent finalement des informaticiens, pratiquement? Le métier de notaire et le métier d'avocat va devoir, de conseiller juridique, va devoir évoluer nécessairement. Celui de notaire a tout un grand écart à faire, puisque dans un premier temps, les notaires doivent dématérialiser leurs actes dans un premier temps. L'acte notarié électronique n'existe même pas encore. Donc, ils sont en train de le faire, là. Ils ont investi des millions de dollars dans la création d'une société qui, depuis quelques années, là, et ça va se faire, c'est une question de mois. Donc, l'acte notarié dématérialisé, c'est pour demain. Et ils savent très, très bien, ils savent très bien qu'ils sont interpellés par la technologie, par la décentralisation, et ils veulent le faire, entre autres, par le biais de la chaîne de blocs. Donc, ils comprennent cet élément de valeur ajoutée et tout ce dont on a discuté. Et pour ce qui est des avocats, c'est encore la même chose. Cette valeur ajoutée, elle se situe où? Elle se situe dans le conseil. Si on pense au contrat intelligent, eh bien, pour que ces applications intelligentes puissent fonctionner, ça va prendre des conseillers juridiques pour pouvoir
faire ces contrats, par la suite traduire ces contrats, transférer ces contrats sur la chaîne de blocs et s'assurer que le contenu obligationnel de ces contrats demeure le même et complètement exact, parce que vous comprendrez qu'il peut y avoir des erreurs au moment où on transfère le contenu papier ou enfin sur logiciel en français, en langage informatique. Donc oui, ce sont des transformations pour nos professions, je regarde Vincent, pour nos professions respectives qui sont fondamentales. Donc la façon de former les étudiants, on était à l'université, la façon de former les étudiants, on le vit à tous les jours, ça change complètement nos façons de faire. Parfait, parfait. Oui, une question, oui. Oui, bonjour, merci pour cette belle présentation. Si je comprends bien, bon, il y a une chaîne de blocs privés, publics, on vous a parlé de coûts minimes, privés notamment, où les coûts seraient plus élevés, j'imagine, parce que si on fait une chaîne de blocs, mon intermédiaire va se payer. Public, à mon avis, est-ce que c'est sans frais? C'est pas sans frais quand même, parce qu'on a beaucoup entendu parler de blockchain avec les bitcoins et puis ces coûts astronomiques d'électricité, etc. Alors, avez-vous un mot à dire sur le coût caché, peut-être, de cette chaîne publique-là? Oui, c'est évident qu'il y a des coûts qui sont associés. Vous me parlez du Bitcoin. Le système, prenons cet exemple-là en tant que tel, est limité actuellement par le nombre de transactions qu'on peut faire, pour prendre un exemple, par jour. Donc, si on compare avec le nombre de transactions qu'un réseau comme Visa, par exemple, peut faire, c'est incomparable. Donc, c'est évident qu'actuellement, comme on ne suffit pas à la tâche, on doit imposer des frais de transaction sur le réseau Bitcoin. Donc oui, vous avez mentionné les coûts en électricité. On a vu le débat qui s'est posé cet été avec Hydro-Québec et le moratoire qui a été imposé. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Il y a la commission, c'est la régie de l'énergie qui doit se prononcer. Donc, vous avez raison. Tant que la technologie, il faut comprendre qu'on est dans une période de transition actuellement. La technologie n'est pas à maturité. Donc, lorsque la technologie sera à maturité, si elle est aussi performante que ce qu'on prédit, on pourrait en arriver à mais vous avez raison. Donc, actuellement, ce n'est pas le cas. Ben, merci beaucoup pour les questions, pour la présentation. Charlène Bouchard. Alors, dans quelques minutes, nous allons avoir nos amis du troisième étage qui vont redescendre pour le panel. Alors, le panel de discussion va être, encore une fois, très intéressant. On va toucher, encore une fois, le côté légal, le côté de l'éducation, le côté de la communauté et le côté technologique avec les startups qui commencent à se développer. Alors, dans quelques minutes, nous allons commencer le panel, donc la prochaine présentation. Okay. Merci beaucoup.